Salut et bienvenue. À chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan Comics. Aujourd'hui, nouvel invité et non des moindres, je reçois Fred, le fondateur d'Excalibur Comics. Salut Fred, comment tu vas ? Bonjour monsieur Comics Grincheux, si je peux me permettre de vous appeler comme ça va très bien pour l'instant. On est dans une très bonne ambiance pour faire cette interview, une ambiance feutrée, la neige dehors, tout est parfait. C'est vrai qu'il fait magnifique pour cet enregistrement, on est dans une ambiance purement savoyarde, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Excalibur Comics n'est pas un site parisien, mais un site savoyard. Et oui, comme moi. Excalibur Comics, donc si vous ne connaissez pas, c'est un site internet qui fait de la vente en ligne de comics, qui propose comme une librairie comics, à peu près tous les formats, tous les éditeurs, bref, tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir. Mais j'arrête le moment publicité à cet instant. On passe directement dans le dur du sujet, avec la question habituelle, j'ai envie de dire, quelle est la première lecture comics ? Quel est le premier comics que tu as lu ? Alors, merci beaucoup. Je vais peut-être quand même me présenter, parce que du coup, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, pour un peu situer, bon, comme tu l'as dit, on peut se tutoyer aussi, puisqu'on est dans la connivence et puis dans le copinage absolu. Évidemment. Hein. Donc je suis Frédéric, d'Excalibur Comics. Je suis en activité professionnelle sur ce site que j'ai fondé en 2007, mais je suis collectionneur depuis bientôt 40 ans. Je suis tombé dans le comics. Donc voilà, on va y arriver. Ça s'est passé donc il y a 40 ans à la vision cinématographique du premier Superman, qui est sorti, si je me souviens bien, le 30 janvier justement 1979. Albert Villois de naissance, on était venu à Chambéry pour le voir, parce que le souci c'est qu'on habite à l'époque c'était un patelin, on est une ville olympique, Albertville, et souvent les blockbusters c'était pas comme maintenant qui sortaient dans une flopée de salles pas possible, il fallait attendre des fois 3-4 mois, ça arrive même 6 mois de voir un film. C'est la préhistoire tout ça. Donc c'est une séance, j'étais très très petit, mais je m'en souviens encore assez bien, je dirais. C'est assez logique si ça m'a marqué. Et par la suite, donc, ma maman, pour me faire plaisir, elle m'a acheté une BD Superman. C'était Superman géant numéro 1. Et puis ça a commencé par là, et j'ai très vite suivi après, si je me souviens bien, avec le Superman poche 27. Donc j'ai commencé par du DC Comics, comme on peut le remarquer. Je me souviens aussi très bien, un des premiers comics, c'était donc le Superman contre Spider-Man, le combat du siècle. Et ce qui m'avait plutôt impressionné quand j'étais, du fait certainement petit par ma taille, tout paraissait toujours plus grand. C'était déjà un album qui était très grand format, qui rappelle un petit peu... on va parler du X-Men Grand Design par exemple, dans des éditions assez récentes, donc c'est un format comme ça, mais moi quand j'étais gamin ça me paraissait super grand à lire, des grandes cases, des grandes choses comme ça. Et donc je dirais ça, c'était mes premières lectures comics, mais après je dirais la collection est plutôt arrivée, je dirais 1 an ou 2 après, où là j'ai commencé avec Strange. Le premier Strange c'était en octobre 1980, c'était le numéro 130. Voilà, évidemment tout ça... On s'en souvient toujours, et à partir de là, il a fallu que je fasse vraiment un achat mensuel régulier, et puis à commencer à empiler, et puis de temps en temps, quand on retrouvait des anciens numéros pour connaître des anciennes histoires, puis après, tout se cumule, tout collectionneur connaît cette maladie qui peut être honteuse parfois, mais qui est bonne quand même. Ouais, du coup, avant d'être tu es lecteur de comics, mais tu es surtout collectionneur en fait de comics. C'est surtout, en fait, c'est la collection qui t'intéresse. Pourquoi c'est la collection qui t'intéresse plus que la lecture ou... Je dirais quand même auparavant, c'était surtout la lecture. Collection, c'est parce que il y avait toujours quand même des références à d'autres anciens épisodes ou à des choses qui sont passées à côté. Bon, comme on le sait, l'univers Marvel, tout est très, très imbriqué ensemble. Donc il y avait toujours des références sur d'autres revues. Ce qui m'avait surtout marqué, c'est à l'époque, j'avais pas pu le lire en direct, on parlait beaucoup de la mort de Gwen Stacy. Peter Parker, donc, dans ses aventures, il faisait très très souvent référence. Et en lisant aussi le courrier des lecteurs, qui avait aussi tous les mois, donc sur la 3e de couverture de Strange notamment,
on voyait que ça avait quand même profondément choqué les lecteurs de l'époque, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir des personnages marquants comme ça décédés. Et, donc déjà, je dirais, le côté collection après a commencé avec ça, parce que je recherchais ce fameux Strange 104 où il y avait la mort de Gwen Stacy. Et puis après, souvent même des aventures, on dirait, qui sont pas très marquantes maintenant, mais qui faisaient référence. On est gamin, on voulait lire les aventures complètes des super-héros. En revanche, ce qui était très compliqué à l'époque, voilà, on va commencer tout de suite avec l'hashtag référence de vieux, qui va revenir très très souvent à mon avis dans cette interview, c'est qu'à l'époque, on lisait, par exemple, on se lève un an qu'on a 6 mois ou un an de décalage par rapport à la VO. À l'époque, c'est vrai que la série peut-être la plus récente, on avait, on va dire, 1 an, voire 18 mois de décalage, mais sur d'autres, on pouvait avoir jusqu'à 8 ans. Alors, le souci, c'est que par exemple, dans Strange, on avait beaucoup de retard, parce qu'il publiait Amazing Spider-Man, on devait avoir 4-5 ans de retard, et par contre, on était à 1 an sur Spectacular Spider-Man, qui était publié dans Nova. Alors souvent, Peter Parker ou d'autres personnages faisaient référence à une histoire qu'on n'avait pas encore lue. Et le souci aussi à l'époque, c'est qu'il y avait au moins deux gros éditeurs qui publiaient du Marvel. Contrairement à maintenant, on a une licence globale, c'est que Panini Comics. Et l'autre éditeur, donc l'éditeur de Strange, c'était Lug, et l'autre éditeur, c'était Artima Aredi. Et lui, c'était le boxon le plus absolu dans ses éditions, parce qu'il faisait selon aussi la pagination qu'il avait. Alors souvent, s'il lui restait que 22 pages, il mettait n'importe quel épisode qui faisait 22 pages, et s'il n'était pas cohérent avec l'épisode qui allait après, ça n'allait pas. Ce qui fait, c'est que quelquefois, vous achetez un épisode, une revue Namor Submariner, mais en backup, il y avait du Defenders, avec une aventure qui était publiée dans une chronologie qu'on aurait eu plus tard avec, parce qu'il fallait boucher le trou à la fin du truc. Oui, c'était toute une époque. Évidemment, hashtag référence de vue, on est reparti. Il n'y avait pas Internet à l'époque, à mon avis cette phrase je l'entends aussi souvent, donc c'était très 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 compliqué de savoir les dates de sortie, savoir ce qu'il fallait lire avant, après, dans quel ordre, c'était très 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 folklorique. D'autant plus aussi que cet éditeur Aredi, il publiait sur forme d'album, puis à la fin de l'histoire, même si ça se terminait sur un cliffhanger, il marquait fin, et puis il disait pas le prochain album vous le retrouvez dans 3-4 mois, et finalement entre deux albums il pouvait très bien y avoir un trimestre, un seul mois, ou des fois même 6 mois de décalage, donc c'était très très dur pour pouvoir suivre certaines histoires. Et du coup en fait on va dire que c'est la continuité qui t'a fait tomber dans la collectionnite. Et du coup, tu l'as déjà dit, tu es un vieux lecteur, oui. Tu as déjà un certain passé de lecteur. Aujourd'hui, moi qui suis plutôt un jeune lecteur, du coup, j'ai tendance à penser que c'est un peu plus facile d'être un lecteur de comics, que ce soit avec le succès des films évidemment, puisque on va dire qu'on est un peu mieux considéré. Comment est-ce que ça se passait pour toi à l'époque ? Est-ce que c'était facile déjà de te procurer des comics ? Parce que c'était peut-être pas forcément évident. Aujourd'hui on a internet, on a tout ça, mais à l'époque ça n'y était pas. Et du coup, est-ce que socialement, en tous les cas, c'était facile ? Est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment un peu d'être tout seul dans son coin à lire ses comics ? Oui, donc ça fait plusieurs questions en une. C'est du comics grincheux typique. mais qui est très intéressante, parce que surtout si on met à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur presse, on a vu récemment avec le changement de distribution de Panini Comics, parce que je suis bien placé pour savoir en tant que professionnel, ça a changé beaucoup de choses. Donc le secteur presse va mal. Alors à cette époque-là, c'était totalement le contraire. Justement, on allait dans n'importe quel magasin de journaux, on arrivait quand même à avoir 1 ou 2 comics, c'était pas l'âge d'or non plus, mais on arrivait à avoir quand même 2 comics dans les rayons. Le souci, c'est que la distribution était plus aléatoire à l'époque. Alors, je sais pas, faudrait rencontrer là des anciens buralistes de l'époque, savoir si c'était eux après qui choisissaient ce qu'ils mettaient en rayon ou si c'était la distribution qui l'imposait. Parce qu'en fait, il fallait quelquefois faire plusieurs bureaux de tabac pour arriver à trouver quelque chose. Par exemple, il y en avait un, il était plutôt bien fourni en Lug, l'autre était plutôt bien fourni avec l'autre éditeur Artima, etc. Et ce qui fait, c'est que des fois, il fallait en faire plusieurs pour essayer d'avoir un spectre plus large de titres comics. Et le souci aussi, c'est que il y avait très très peu d'exemplaires par contre qui étaient mis en place. Par exemple, il y avait peut-être 2 ou 3 Strange, ce qui fait c'est que souvent, si vous tombiez sur un autre passionné de comics qui était passé avant vous n'aviez plus rien, puis il fallait faire en fait plusieurs buralistes. Donc ça arrivait quand même que je me sois retrouvé avec des trous dans la collection par rapport à ça. Soit parce que si on est allé en milieu de mois, c'était qu'il n'y avait déjà plus rien. Et après la deuxième question, redis-moi, parce que moi je pars.
Oui, socialement. Alors, moi, à l'époque, honnêtement, je ne l'ai pas très très bien vécu au niveau de l'enfance. Parce que par rapport aux autres, c'était considéré un peu comme un sous-genre de BD, quoi, voire quelque chose très abétifiant. Une sous-culture. Voilà, une très, très sous-culture. Après, sans vouloir raconter trop ma vie, moi, il y avait le fait aussi, c'est que comme je suis asthmatique depuis à peu près de la même époque, j'étais très, très enfer. J'étais très souvent malade et je sortais peu avec les copains. Je pouvais pas beaucoup faire de vélo, beaucoup de choses comme ça. Ce qui fait, c'est que j'ai fait beaucoup de lectures et beaucoup peut-être de télé aussi. Ou un peu trop, peut-être, diraient les gens de l'époque. Bon, maintenant, c'est une autre histoire. Donc, oui, j'étais un peu à part. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, comme beaucoup de personnes, qu'on s'identifie plus avec certains personnages, comme Peter Parker. Parce que Stan Lee, justement, il avait, en faisant ce personnage, il a fait un personnage qui avait comme très très souvent des problèmes par rapport aux autres, où tout se résolvait facilement. Mais ce qui était bien, c'est que justement, malgré tous les coups durs qu'il avait, c'est toujours ça, c'est quelqu'un qui était très tenace et qui se relevait toujours même au fond, quand il tombait vraiment au fond du trou, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, je pense psychologiquement, c'est un personnage qui m'a beaucoup aidé. Après, j'aime beaucoup aussi Bruce Banner aussi, parce que quelque part, il traîne un peu comme une malédiction là-dessus. Donc il faut lui, c'est un personnage qui doit avoir la maîtrise de lui-même pour pas rentrer en colère, parce qu'il sait le genre de dégâts que ça engendre. Donc c'est ce qui m'a plu. Comme beaucoup de personnages, je dirais, chez les personnages Marvel, ça a été l'intelligence de Stan Lee à l'époque, c'est de lui retrouver à chaque fois des points faibles, que ce soit physique ou psychologique. Ce qui fait, c'est qu'on avait effectivement plus facilement à s'identifier. C'est pour ça que même si finalement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai débuté avec du DC Comics, j'ai très très vite été accro à Marvel par rapport à ça. Et puis par rapport à l'esprit de continuité. Après, j'aime beaucoup DC Comics, parce que je sais qu'il y a des... c'est un peu comme des religions, une religion très DC et une religion très Marvel. Je suis bien placé pour le savoir là aussi en tant que professionnel ou en discutant avec d'autres passionnés aussi. Mais je dirais, il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, les comics DC, c'était quand même c'était gentil, et même Batman, c'était pas le Batman qu'on connaissait maintenant. Par contre, après, c'est une maison d'édition qui a su énormément évoluer et qui est devenue vraiment très très intéressante avec le temps. Et je dirais même, il y a eu des périodes, même assez récemment, où elle était, il faut reconnaître, qualitativement au-dessus de Marvel. Parce que DC Comics a toujours quand même su rester depuis Crisis on Infinity Earth, constant dans la qualité de ses scénaristes, de ses dessinateurs, et donc des récits qu'elle proposait. Du coup, donc tu disais que en fait, tu t'en fiches en fait de Marvel ou de DC. T'es plus proche de Marvel parce que les personnages te parlent plus finalement. Ouais. Donc du coup, j'imagine que là, la mort récente de Stan Lee, ça a dû quand même te marquer un peu. Parce que moi, je suis un jeune lecteur, j'ai pas forcément tout le recul nécessaire et tout l'affect que toi, tu peux avoir par exemple avec Stan Lee. Donc je suppose que ça a dû te marquer quand même un petit peu. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est quasiment toute ma vie de lecture, donc quelque part, même si ce sont des personnages, maintenant, pour moi, Stan Lee, c'est presque devenu un personnage à l'égal de tout ce qu'il a créé, quoi. Il est presque intégré dans l'univers Marvel. D'ailleurs, on l'a vu croiser ces héros dans les comics aussi. Oui, donc c'est vrai qu'on passe autant d'années avec pas que Stan Lee qui m'a touché, c'est toutes les disparitions aussi des dessinateurs, parce que c'est vrai que j'ai vécu beaucoup, quelque part j'ai partagé un peu les aventures, puis ils en ont tellement dessiné à l'époque. Ça a été le cas pour Kirby quand il est disparu au début des années 90. Je pensais à Gene Colan, ce qui est plus récent aussi. C'est vrai qu'ils ont tellement côtoyé mon quotidien que ça fait un manque. Mais ils ont déjà commencé à me manquer, je dirais, même s'ils étaient vivants. Ils étaient vivants, c'est le côté manque artistique aussi. Parce que dans les années 90, à un moment, il y a eu un basculement de genre. Ce qui fait, c'est que beaucoup de ces dessinateurs classiques de l'époque, les Buscema, donc Kirby était déjà décédé, mais beaucoup d'autres ont été un peu mis au banc et ont été remplacés par de très bons dessinateurs, par ailleurs, comme Todd McFarlane, Eric Larsen, toutes les Jim Lee, toute une nouvelle vague qui est arrivée. Mais la rupture a été un petit peu brutale pour moi, je me souviens à l'époque. Parce que effectivement, leur style était déjà novateur, donc c'était quelque part perturbant. Mais je pense que ce que j'ai connu moi, la nouvelle génération qui a grandi avec Jim Lee ou avec d'autres dessinateurs, si dans quelques années, c'est tout le mal que je leur souhaite, continueront à être passionnés de comics, le jour où il va y avoir aussi les premières disparitions, parce que personne n'est éternel, je pense qu'ils auront le même ressenti.
Et bah, c'est vrai que du coup, on va t'en parler un peu avec la nouvelle vague, Jim Lee, tous les dessinateurs. Au final, en tant que vieux lecteur, même si j'aime pas utiliser cette expression, je trouve ça un peu péjoratif à chaque fois, mais en tant que lecteur qui a quand même un certain... t'as quand même un bon bagage en termes de volume de lecture, en termes d'historique, t'as dû quand même connaître des changements assez intéressants à l'époque dans l'industrie, enfin l'arrivée d'Image Comics par exemple, je pense à ça. C'est vrai que tu parlais de l'arrivée de Jim Lee, toute cette vague de nouveaux créateurs. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif que l'industrie du comics se renouvelle à la fois par des nouveaux styles graphiques, des nouveaux artistes, même si ça peut ne plaire ou ne pas plaire à certains moments comme on le vit un peu à l'heure actuelle? Tout à fait. Alors ça, moi je trouve justement que c'est une très très bonne chose. Parce que j'ai constaté à une certaine époque comment dire, il n'y avait pas de renouvellement justement de lectorat du comics. Je rencontrais que des gens de ma génération, donc des vieux lecteurs, comme on pourrait dire. D'ailleurs, il faut bien le dire, quand je vais porter mes colis ou je fais des choses, j'ai le déambulateur, parce que j'y arrive plus maintenant. Mais justement, j'ai constaté qu'il y avait un renouvellement de génération depuis quelques temps, certainement aidé par les films Marvel aussi, qui ont remis quand même les comics au goût du jour. Je constate aussi que, et ça fait plaisir, il y a un lectorat féminin qui se développe de plus en plus. Et justement, j'estime que c'est important. Moi, je suis content, bien sûr, de retrouver, discuter avec des collectionneurs qui sont de la même génération que moi, ou des lecteurs qui sont de la même génération que moi, parce qu'on a le même vécu, donc on aime bien partager quelque chose. On a un petit truc en plus, mais justement, c'est bien aussi qu'il y ait des plus jeunes comme toi, ou comme François, qui viennent. Parce qu'après il faudra bien passer quand même le flambeau. Si d'ailleurs le comics ça a duré aussi longtemps, en fait quand même les 80 ans de Batman cette année, c'est justement parce que le comics a toujours su se renouveler et plaire au nouveau lectorat, se remettre toujours au goût du jour. Après il y a toujours des œuvres qui restent intemporelles, donc même qu'elles étaient faites dans les années 70, 80, 90, même un lecteur de maintenant qui débarque peut toujours les lire avec le même plaisir aussi. Et il y avait une partie de la question que j'ai peut-être oubliée, je crois, oui, l'arrivée avec Image Comics et tout ça. Par contre, oui, moi je suis quand même assez content, malheureusement, pour toi de faire partie de la génération à laquelle je suis, parce que c'est vrai que j'ai pu voir beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouveautés, et c'est vrai que justement quand Image Comics a débarqué par exemple, qu'il y avait les premières colorisations par ordinateur, j'avais quand même, il y a eu un effet waouh qui était très très fort, même si après on a déchanté un petit peu sur les scénarios qu'il pouvait y avoir, parce qu'on s'est rendu compte si certains étaient très très bons dessinateurs, il faut forcer de reconnaître qu'ils n'étaient pas toujours très très bons scénaristes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi qui m'avait frappé? Après les années 90 justement, à un moment c'était quand même assez difficile à vivre, à lire plutôt, parce qu'à vivre bon, c'est autre chose, mais parce que justement l'influence d'Image a été tellement forte. Même Marvel après a voulu se dessus et considérer par exemple tous ces personnages classiques qui étaient plutôt ringards. Donc à l'époque ils avaient essayé de les moderniser, ils reprenaient des dessinateurs qui copiaient Jim Lee ou Rob Liefeld ou Liefeld, je sais pas comment on prononce, je suis très mauvais au niveau de l'accent anglais. Pareil, il fallait qu'ils aient des armures, il fallait qu'ils aient les dents bien, qu'ils soient toujours en colère. C'était la mode de l'anti-héros. Donc les personnages classiques n'avaient plus tellement leur place. Ça a été un petit peu remis après avec Kingdom Come notamment à l'époque. Ce qui était bien justement dans cette histoire, c'est qu'on se rendait compte que certaines valeurs qui pouvaient paraître trop boy scout ou trop simplettes, mais elles avaient quand même un sens important dans l'univers des super-héros. Et après finalement on s'est rendu compte que les personnages classiques étaient pas si mal que ça. La preuve aujourd'hui avec le grand pouvoir de Marvel qui se met partout, c'est quand même les personnages classiques qui sont quand même énormément mis en avant. Y compris dans les films au niveau de la thématique, ils reprennent beaucoup de choses qui ont été faites déjà dans les années 60, 70, 80, ils mélangent avec le moderne de maintenant, donc on reprend un petit peu le meilleur que chaque décennie a pu nous apporter dans le comics. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de... C'est jamais tout blanc ou tout noir de toute manière, il y a toujours des trucs positifs, même dans des périodes... tu le dis, la période 90 est souvent critiquée. Moi-même, c'est pas une période que j'aime énormément parce que c'est une période où ça a été très sombre, les personnages devenaient tous très noirs, très torturés, enfin, on a tué Superman, on a brisé le dos de Batman, enfin voilà, il y avait un peu une espèce d'excès chez les éditeurs de noirceur. Et c'est vrai que c'était dû un peu à l'influence de Image, mais Image a quand même permis de révéler certains artistes. Et puis finalement, Image, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que ça devient le troisième acteur dans le comics, avec des comics à licence chez DC, chez Marvel principalement, et puis un troisième acteur qui est Image et qui permet à des scénaristes de s'emparer, de créer leur propre licence, en fait, j'ai envie de
j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves intéressant justement dans l'industrie aujourd'hui, qu'on ait cette confrontation, cette juxtaposition en fait de comics à licence et de comics qui appartiennent à leurs auteurs, à leurs artistes. Je précise peut-être ma question. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des artistes en fait qui bossent chez les deux. Et pour moi personnellement, je pense que c'est intéressant comme mouvement. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que t'es content qu'il y ait justement des comics qui appartiennent à leurs artistes? Là, on va rester dans le même domaine. Il faut pas voir les choses de manière manichéenne. Je dirais il y a du bon et du mauvais. Alors, mais il y a quand même beaucoup plus de bon que de mauvais. Parce que malgré tout, justement, un artiste, l'auteur qui va travailler sur Superman, Batman, Spider-Man ou d'autres auteurs, il va avoir quand même des contraintes que l'éditeur va lui imposer. Parce que malgré tout, derrière ça, il y a quand même un business, surtout maintenant avec les produits dérivés qui sont un marché largement plus énorme que le médium comics en lui-même. Donc l'auteur peut pas faire ce qu'il veut avec le personnage ou les personnages qui l'entourent. Donc c'est évident qu'il est quand même très surveillé. On sent justement qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'éclatent quand même beaucoup plus quand ils font leurs propres œuvres. Je pense à Mark Millar notamment. mais il y en a beaucoup d'autres, même Matt Fraction avec la série Casanova. Mais en même temps, ça les empêche pas de travailler sur des séries plus mainstream. Je pense que pour eux, ça doit être un bon équilibre parce que ça leur sert certainement de défoulatoire. Ça leur évite d'avoir de la frustration après dans leurs histoires, on va dire, sur les personnages plus connus. Et quand ils travaillent parmi les deux Big Two, qui sont DC donc et Marvel, ça leur permet justement peut-être d'éviter d'avoir une certaine frustration et puis peut-être d'être justement plus cool au niveau de leurs histoires. Après, je dirais peut-être le petit bémol que je rajouterais, c'est que finalement, en quelque sorte, on n'arrive plus à avoir après des personnages marquants. C'est-à-dire, par exemple, Wolverine, il a été créé, comme on le sait, par Alan Wayne, il n'a pas été créé par Stan Lee. Évidemment, après je peux le comprendre l'auteur, parce que finalement, il a peut-être eu aucun droit d'auteur sur le personnage, bien qu'il a peut-être eu, avec le succès qu'il a eu par la suite, peut-être quelques petites royalties. Mais je veux dire, même si on invente un personnage, chez Marvel, le personnage appartiendra à Marvel, si on invente un personnage chez DC, il appartiendra à DC. Donc ça fait un blocage. Alors je comprends l'auteur maintenant qui veut s'il crée un personnage, il va vouloir garder les droits dessus, donc il va se le faire en creator owned, je crois qu'on dit comme ça, si je prononce bien, merci. Mais en même temps, pour le lecteur de comics, ça veut dire qu'il n'aura pas de personnage marquant comme Wolverine, comme Ghost Rider ou d'autres dans son univers de prédilection. Parce qu'après, faut pas se leurrer, on est tous pareils, on aime bien lire de l'indépendant, on sollicite beaucoup d'indépendants, mais quand on passe commande ou qu'on passe chez son libraire, on prend quand même beaucoup de Marvel et beaucoup de DC quand même. Donc voilà, moi je dirais c'est un peu ces frustrations-là, si on regarde bien depuis 20 ans, il n'y a pas vraiment eu de personnages marquants qui ont été créés dans les grandes maisons d'édition. C'est plutôt des ersatz de ce qui a été créé avant. Je vois par exemple un personnage qui fait beaucoup de buzz en ce moment, c'est le Cosmic Ghost Rider. Mais quelque part, c'est la fusion entre le Punisher et puis le premier Ghost Rider dans une version cosmique. Et à chaque fois, ce sont des dérivés de personnages existants, avec le Spider-Verse, etc., etc. Donc je dirais c'est juste le petit bémol. Mais bon, je pense qu'on n'est quand même pas à plaindre parce que l'époque actuelle, ça permet d'avoir quand même une diversité de genres dans le comics qui est beaucoup plus large. Parce que justement, en tant que vieux lecteur, je me rends compte quand même on n'a jamais eu autant de choix que ces dernières années quand même. Parce que rien qu'avec DC, c'était quand même le parent pauvre en France, on était quand même au régime comme j'aime. Il y avait quand même soit rien du tout, soit pas grand-chose. Donc c'était assez frustrant. Donc maintenant, depuis qu'Urban a quand même repris la maison d'édition pour les traductions françaises, on a quand même un choix puis une bonne politique éditoriale. On a beaucoup d'autres éditeurs maintenant qui s'intéressent aussi aux comics alors qu'ils ne se seraient pas intéressés auparavant, avec Glénat, avec Delcourt, lui était quand même un des précurseurs pour le comics en librairie, mais il y a iComics, etc. On a quand même beaucoup de choses dans plein de genres et pour tous les âges. Donc que contrairement à l'époque où j'ai connu, on était quand même assez limité en dehors des super-héros. Et en album librairie, il y avait quasiment rien, voire c'était inexistant. Donc je pense quand même, faut pas non plus toujours faire de la fausse nostalgie, on vit quand même une époque intéressante pour le comics actuellement. C'est beau d'avoir un discours aussi positif, ça me fait plaisir. Voilà. Mettez pas la main sur le genou, merci.
Et autre question, toi, on entend énormément parler, notamment chez Marvel, comme tu es quand même un peu un gros lecteur de Marvel. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui de la multiplication de ce qu'on appelle les events, les récits événementiels, les mini-séries événementielles. On a l'impression que c'est une tendance qui existe que aujourd'hui. Que depuis, par exemple, j'ai envie de le marquer à Civil War, parce qu'après Civil War, c'est vrai qu'on en a eu quand même un sacré paquet chez Marvel. Pourtant, j'ai quand même l'impression, en lisant en tous les cas certains vieux récits, que c'est pas quelque chose qui est si nouveau que ça en fait. C'est plutôt quelque chose qui a été remis au goût du jour. Ce qui rebondit un peu sur ce que tu disais, qu'au final le comics c'est jamais qu'un cycle avec des choses qui reviennent de temps en temps. Est-ce que tu as un éclairage là-dessus, toi qui as pu connaître certainement certaines périodes avec des gros crossovers, des gros events? Je dirais que moi, le premier gros event qu'on a connu à l'époque, c'était les Guerres Secrètes. Secret Wars, je l'appelle toujours Guerres Secrètes parce qu'il y a eu tellement Marvel des crossovers avec Secret et le mot Wars dedans, que c'est difficile de souvent s'y retrouver aussi. Voilà. Après, je pense oui quand même que ça s'est accéléré depuis House of M et Civil War, parce que ça a eu des succès retentissants à l'époque. Souvent, que ce soit Marvel ou DC, ils ont essayé de renouer avec le succès qu'ils ont connu avec certains events. Ça n'a pas toujours été réussi, ni en termes de vente, ni artistiquement, il faut quand même le dire. Après, alors, je dirais, ce qui a une influence dessus et ce qui a changé, c'est peut-être la façon aujourd'hui qui est de raconter les histoires. Parce que si on lit les anciens comics, par exemple, qu'on trouve dans les intégrales, les années 60, 70, 80, souvent, en un épisode, on avait une histoire complète. C'était très très dense. Il se passait beaucoup de choses. Peut-être des fois, peut-être même trop vite. Comme on dit, maintenant, on a espacé un petit peu la façon de raconter les histoires. Et souvent, alors c'est du bon et du mauvais, mais c'est tellement décompressé que ce qu'on racontait avant en un épisode, aujourd'hui on raconte en 6. Moi, ça m'arrive quand même. Je dois l'avouer, quelquefois, je m'ennuie en lisant un comic. Je lis un épisode, il se passe rien. Après, un scénariste qui a mis ça à la mode, je dirais c'est un petit peu Bendis. Alors je sais, tant pis là je vais me faire des ennemis, je vais peut-être même perdre des clients, mais je ne suis pas très fan de Bendis. Autant c'est vrai que je le trouve assez bon sur les séries Ultimate, parce que ce sont en fait quelque part c'est un univers qui a presque été écrit pour lui, donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Autant par contre quand il reprend du Marvel classique, il respecte pas tellement la continuité, et je trouve quelquefois il a de très bons concepts de départ et il va pas au bout de ses idées, où il s'y perd. Souvent j'ai beaucoup plus de frustration quand je lis du Bendis qu'un autre scénariste. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'aime beaucoup Mark Millar qui a fait justement le crossover Civil War, et ça reste quand même pour moi un des meilleurs crossovers Marvel. Donc ce que je voulais en venir par rapport à cette décompression des histoires, c'est que justement on a l'impression que du fait qu'il y a à peu près un event par année, on va dire grosso modo, des fois c'est vrai qu'il y en ait deux, comme le scénariste il raconte une seule histoire en 4 ou 6 épisodes, ce qu'il fait c'est on embraye tout de suite sur le prochain event, ce qui fait qu'il a peut-être pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de toutes les idées qu'il a mis en place. C'était peut-être moins gênant à une certaine époque, justement, quand on avait quand on avait une saga, quand on avait une histoire qui durait sur 5-6 épisodes, c'était vraiment une grosse saga, c'était vraiment quelque chose d'important quand on lisait les 4 Fantastiques, ou par exemple l'arrivée de Galactus, c'était en 3-4 épisodes à l'époque. Et pourtant, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc je pense que c'est dû au fait qu'on n'a pas le temps de mettre la mise en place, parce qu'après il faut pas se leurrer non plus. En tant que lecteur, ça nous plaît quand il y a des gros événements qui peut un peu chambouler le statu quo, même si c'est si c'est un petit peu publicitaire, parce que combien de fois on a entendu les choses ne seront plus jamais les mêmes, mais bon, ça reste plus ou moins la même chose. Et là, pareil, je dirais que le lecteur a beau dire c'est toujours la même chose, mais on n'aime pas trop quand ça change non plus, donc tout va bien. Parce que souvent on n'est pas toujours cohérent dans ses idées. Et c'est pour ça que je dirais que justement on se plaint qu'il y ait des events, mais ça nous plaît bien donc de voir les super-héros se rassembler, se battre entre eux, affronter une grosse menace cosmique. On en est quand même friand. Même si peut-être certains, après tout dépend qui s'occupe du crossover. Je pense à Civil War 2 qui était quand même largement moins bien que le 1. Je dirais pas Bendis oblige, je vais encore me faire là. Sinon je vais être obligé de sortir du QG avec un gilet pare-balles. Mais voilà, mais après c'est vrai que le premier pour revenir en arrière, le premier vraiment grand crossover qu'on a eu, c'était les Guerres Secrètes. On a eu une petite mise en bouche avant avec le tournoi des champions où il y avait quasiment tous les personnages Marvel qui étaient rassemblés. Mais bon, ça restait malgré que je l'ai beaucoup aimé à l'époque, parce que je l'ai lu et relu celui-ci, ça reste quand même gentillet. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire j'allais dire un faux raccord, c'est pour le cinéma, mais ils ont fait un faux raccord dans l'histoire en se trompant
d'une équipe gagnante. Bon, après, ils ont essayé de faire passer la mayonnaise comme ça, mais bon, c'est une petite anecdote qui est restée assez amusante aussi. Ça tombe bien, justement, tu parlais un peu, t'esquissais un peu le fait que les lecteurs aiment pas trop quand ça change. C'est vrai qu'on a un peu cette espèce de mouvement aujourd'hui, Marvel notamment, on en revient toujours un peu à eux, mais c'est vrai que c'est un peu eux qui initient souvent ce genre de changement. Ils ont eu là, je pense que on peut le marquer après Secret Wars, ils ont eu cette tendance, cette manie, on va dire, à changer un peu toute l'identité, en fait, toutes les identités de leurs super-héros. Je pense à Thor, évidemment. Je pense à Wolverine, qui, puisqu'il était décédé, s'est fait remplacer par X-23, son clone. Enfin, voilà, il y a eu un tas de changements qui n'ont pas toujours été très bien acceptés. Est-ce que tu penses que le renouvellement des personnages, c'est quelque chose qui est utile / nécessaire dans l'industrie du comics? Alors, ce que tu appelles renouvellement des personnages, c'est-à-dire quand le personnage est remplacé par quelqu'un d'autre, comme c'est le cas là. Alors là, c'est pareil, je vais certainement faire le vieux réac, mais moi, j'en suis pas trop fan. Alors, non pas que je n'aime pas le nouveau personnage en fait qui est là, X-23, moi je l'aime beaucoup. Mais en fait, je n'aime pas quand on remplace mon personnage. Pour moi, je reste comme ça. Bruce Wayne doit être Batman, Logan doit être Wolverine, Tony Stark doit être Iron Man. Après, tous les personnages qu'ils ont essayé de mettre ne me dérangent pas en eux-mêmes, mais pour moi, ils ne devaient pas remplacer le personnage classique. Il aurait dû venir à côté, quoi. Alors quelquefois, malgré tout, ça a déjà été fait nombreuses fois par le passé, parce que c'est pas la première fois que Tony Stark a été remplacé. Une fois, il a été remplacé par un Tony Stark d'un futur ou d'une dimension alternative, je me souviens plus très bien, qui était plus jeune, et ça n'avait pas non plus marché à l'époque. Chaque fois que finalement, je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas que de maintenant. Ça a déjà été fait dans le passé et ça n'a jamais remporté beaucoup de succès. On se souvient aussi de l'époque où Rhodes remplaçait Tony Stark. Alors par contre, c'était quand même intéressant, mais ça avait duré, je crois, une 40aine d'épisodes. Moi, à l'époque, ça m'avait paru interminable, quoi. Donc, malgré que la thématique était très très intéressante, il y avait quand même aussi des bons épisodes qui en sont ressortis. Après, je sais qu'en ce moment, il y a toujours des débats là-dessus, en disant ouais, on fait ça, on nous impose les minorités ou des choses comme ça. Après, le comics, il a toujours suivi aussi son temps. Moi, c'est pas sur cette thématique-là que ça me gêne. Au contraire, c'est bien de mettre plusieurs thématiques ou de minorités ou autre chose en avant, mais pas au détriment. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs ça a peut-être mal passé, pas au détriment de remplacer après le personnage classique. Parce que justement Stan Lee l'a déjà fait dans le passé. Je veux dire, quand il avait créé quand même la Panthère Noire T'Challa je crois en 1966, si j'ai bonne mémoire, je dirais même qu'il était même encore beaucoup plus courageux que certains scénaristes de maintenant, parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il y avait encore beaucoup de ségrégation aux États-Unis, donc faire ça dans une revue qui était quand même la numéro 1 de l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est peut-être, je sais plus, en ce moment c'est Superman, Batman, Spider-Man, grosso modo, je sais plus, j'ai pas suivi les dernières choses aux États-Unis. Mais pendant très longtemps, en fait, la série la plus vendue de toutes, c'était les 4 Fantastiques. Donc faire ça dans la série, je dirais la série mère de Marvel, c'était quand même couillu, on peut dire, hein, sans être vulgaire. Il a fait quand même beaucoup de choses aussi. Il avait abordé le sujet de la drogue, même si ça n'a pas été le premier, parce que si je me souviens bien, ça a été fait dans Green Arrow, Green Lantern, par Neil Adams, avant Stan Lee, mais bon, il l'a fait très très vite aussi. Et à l'époque, il l'avait sorti sans le Comics Code, donc qui était l'institution, une espèce d'institution qui gérait un petit peu, qui censurait même les comics, et il l'avait sorti sans l'accord de cette chose-là. Donc il y a déjà eu des choses très novatrices dans les années 60 ou 70, notamment, faut quand même bien le dire aussi du côté de Marvel, mais un peu d'ici aussi, comme je disais, pour Green Arrow, Green Lantern, avec le sujet de la drogue. Après, ce sont des épisodes, si on les lit maintenant, c'est vrai que ça paraît, faut le reconnaître, ça paraît plus gentillet que ça pouvait être, mais après, toujours pareil, il faut savoir se remettre dans le contexte de l'époque. Donc voilà. Bon, après, là, visiblement, il y a le Fresh Start qui arrive bientôt, donc c'est le retour des personnages classiques. Tout devrait bien se passer, et puis tout le monde devrait être content si tout se passe bien. Le Fresh Start, c'est un peu la promesse que n'a pas vraiment tenu Legacy à ce niveau-là. C'est réussir à réunir les anciens et les nouveaux personnages. Donc on verra si la promesse est tenue. J'ai déjà quelques pistes de mon côté. Mais je n'en parlerai pas. Chut. Ça arrivera bien assez vite sur lescomics.fr, ou ce sera déjà arrivé selon quand est publié cet épisode. Et du coup, on va faire une transition. Je vais te laisser en fait parler d'une autre passion que le comics. Alors, je sais déjà de quoi tu vas parler. Et puis après, ça nous permettra d'enchaîner sur le côté un peu plus professionnel de ta passion de lecteur. Je te laisse la parole.
Alors donc, ma deuxième passion, après je sais pas si on peut ça, oui c'est quand même ma passion, ça me prend beaucoup aussi en dehors de la lecture des comics, peut-être même des fois plus, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films de tous les genres. Alors je me considérerais pas comme un cinéphile, je dirais plutôt une espèce de cinéphage, parce que j'aime beaucoup dévorer les films, il y a des films aussi que je me suis passé beaucoup en boucle. Pourquoi je pense c'est un petit peu lié à ce que je disais tout à l'heure, je pense, c'est le fait que j'ai découvert finalement l'univers super-héroïque et l'univers comics au cinéma à travers donc le Superman de Richard Donner qui m'a amené à ça. Et puis très très jeune, je pense que j'ai été initié finalement à découvrir des films parce que ça arrivait que justement, comme je disais, ma frustration d'avoir un petit cinéma pas terrible dans ma ville de naissance, ma chère Albertville, on avait les blockbusters trop tard. Et en fait, on faisait le déplacement à Chambéry, puis une fois qu'on était sur place, des fois on se tapait 2-3 films dans la journée, on y passait le dimanche complet. Donc ça a certainement beaucoup joué. Alors évidemment, dans l'eau, j'ai vu de tout. Du chef-d'œuvre jusqu'au nanar, mais c'est pour ça qu'aussi quelque part j'aime en même temps, c'est pour ça que je me considère pas comme un cinéphile, c'est que j'aime beaucoup aussi les nanars, parce que quelquefois un mauvais film, il peut apporter beaucoup plus de choses intéressantes et beaucoup plus, même faut le dire, du plaisir, de fun qu'un film classique. Comme je dis toujours, mieux vaut un bon nanar qu'un bon navet. Et puis ce qui est intéressant, je dirais, dans le cinéma, c'est que finalement, c'est assez lié avec la BD et les comics, c'est que c'est le même langage, c'est la même grammaire, des gros plans, des plans d'ensemble, une narration, un montage, des ellipses, il y a plein de choses qui sont similaires, à part peut-être le plan séquence qu'on peut peut-être difficilement faire, et encore en comics, à voir. Mais voilà, ce sont deux choses qui sont assez similaires, qui sont intéressantes analyser. C'est vrai que quand je regarde une page quelquefois de comics, je regarde un petit peu la façon dont quelque part le dessinateur c'est un réalisateur, la façon dont il arrange, qui fait sa mise en scène, sa narration, son storytelling. Et pareil, quand je regarde un film, je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup, peut-être plus à la narration qu'à l'histoire souvent, par le côté mise en scène, réalisation, et je regarde beaucoup, comme tu le sais, des fois qu'on fait ces débats sur des films, même si on est très souvent pas d'accord, il faut bien le dire. Jurisprudence les derniers Jedi. Voilà. Oh non, mais bon, ça c'est un autre sujet. On n'en parlera pas de Wonder Woman non plus. Mais voilà, je m'attache, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Et après, ce que j'aime, c'est voir aussi la personnalité que peut avoir un réalisateur, qu'est-ce qui peut amener un film dans sa mise en scène. Comme c'est un langage, après on a des tics, on a des comment dire, une maestra aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à analyser aussi. Après là, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Si vous voulez que je parle des films que j'ai aimés, peut-être. Parce que parce qu'on parle beaucoup des films de super-héros aussi en ce moment. Alors, là aussi, je vais me faire des ennemis. J'ai une petite frustration dans les films de super-héros, notamment chez Marvel. Alors, je prends beaucoup de plaisir à les regarder, la plupart, il n'y a pas de souci. Mais le reproche que je ferais, c'est que c'est très, très, très formaté quand même. Et justement, c'est que je retrouve pas, même s'ils utilisent déjà le mot que j'emploie, ils emploient justement pas des dessinateurs, des réalisateurs différents, mais j'ai l'impression quelquefois que c'est toujours le même type de réalisation, il n'y a pas vraiment de personnalité. Et j'ai une frustration notamment sur Ant-Man, parce que quand je sais que c'était White qui devait le réaliser, qui a quand même fait la trilogie Cornetto, qui est quand même exceptionnelle, avec au milieu Hot Fuzz, qui est pour moi la meilleure comédie de tous les temps. Je pense que s'il a été viré d'Ant-Man, c'est que déjà c'était le trublion qui voulait peut-être trop en faire à sa tête, et ça n'a pas plu. Il y a peut-être justement sur les Gardiens de la Galaxie, j'ai plus le nom du réalisateur qui me revient en tête, du coup, c'est le micro, James Gunn, voilà, qui avait lui un semblant de personnalité quand même, qui arrivait à imposer ses idées. Alors je sais pas si les producteurs se sont rendus compte ou pas, mais il arrivait à mettre beaucoup de ses idées dedans. Mais comme on le voit, il ne réalisera pas les Gardiens de la Galaxie numéro 3. Voilà. Après, en film de super-héros, donc évidemment, après maintenant à voir, je vais me le revoir bientôt pour l'anniversaire des 40 ans donc, de Passion. Voir s'il a vieilli ou pas comme film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, le Superman de Richard Donner. Mais pour moi, il avait le côté magique, alors c'est peut-être avec mes yeux d'enfant, mais il avait un côté magique qu'on n'a guère ou pas retrouvé dans d'autres films. Et puis il y a 30 ans, il y a aussi le Batman de Tim Burton, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai regardé je ne sais pas combien de fois. Même si on sent qu'au niveau du tournage, il y a beaucoup d'improvisation au niveau du scénario, il y a quand même beaucoup de travail sur les décors, sur les costumes, qui étaient quand même super bien faits. Parce que ça m'avait aussi marqué, c'était justement la première fois que j'ai vu le costume, j'ai vu l'acteur Michael Keaton en costume de Batman,
Parce que moi, quand je lisais les previews qui annonçaient, c'est Tim Burton, le réalisateur de Beetlejuice, et Pee Wee Herman à l'époque qui avait fait que ça, qui allait réaliser Batman. Bon, je me suis dit, il va repartir comme sur le feuilleton des années 66, avec les collants, le slip par-dessus, un truc psychédélique. Puis quand j'ai vu le costume, l'armure avec les muscles dessinés, tout ça, j'ai vraiment l'impression que c'était un dessin qui sortait du comics, quoi, comme on voit les super-héros souvent assez musclés. Et ça m'avait frappé. Je me rappelle, quand j'ai vu la première photo, c'était au moins 1 an à l'avance, j'attendais que le film sorte. Et je dirais pareil, maintenant sur les costumes, souvent on reprend un petit peu les mêmes choses. C'est un petit peu maintenant des costumes avec un très très beau tissu qui est un petit peu plus travaillé, mais j'aimerais bien revoir un super-héros qui fasse, comme dans les comics, soit assez musclé. Il y avait la vieille série Flash des années 90 qui s'était beaucoup inspirée de Batman, il y avait aussi un très très beau costume. Maintenant j'en ai un petit peu marre des fois de les voir en pantalon ou avec un blouson de motard ou des choses comme ça. J'aimerais bien revoir comme s'il avait l'association qu'on a un personnage très 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 musclé, avec des veines, avec plein de choses comme ça. Mais là aussi, quand même, on va pas se plaindre. C'est ce que j'allais dire, on vit encore une époque intéressante parce qu'on se goinfre quand même plusieurs films par an de super-héros. Je veux dire, c'est quand même le bonheur. Et entre parenthèses, alors ça n'a rien à voir avec la question, mais du coup je dérive sur d'autres trucs, je suis désolé. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est maintenant le comics, c'est quand même Marvel ou tout ça, c'est quand même connu aussi du grand public justement. Parce que je parlais quand j'étais tout à l'heure enfant, on me regardait comme si j'étais un pestiféré, que c'était pas normal, il doit pas avoir tous ses neurones bien connectés pour lire des trucs pareils. Maintenant, je vois le regard a complètement changé, c'est plutôt cool d'être un lecteur de comics. Ouais. Les gens, mais vous connaissez ça, ouais, c'est super. On me demande beaucoup de renseignements, pour savoir si les films sont bien adaptés, s'il y a des... Puis pareil, avant, quand je me baladais avec un t-shirt comics, je voyais, on me regardait, le gars... Pourtant j'avais 10 ans de moins, on me disait il est pas encore bien mûr, maintenant, ouais, super beau, vous l'avez trouvé où ce t-shirt, c'est cool, c'est sympa. Et puis pareil, au niveau professionnel, quand je disais, on me disait, qu'est-ce que vous faites comme métier, je dis, je suis revendeur de comics. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Maintenant on me dit, ah oui, c'est les super-héros, c'est les BD Marvel. Pas que ça, mais oui, donc ça évolue. Donc d'ici quelques années, je pense que le grand public se rendra compte que les comics, c'est pas que du super-héros, ça peut être aussi de l'horreur, ça peut être aussi de la science-fiction, ou même du polar, des comics ultra-réalistes. C'est une thématique finalement. Enfin, c'est pas une thématique, c'est un médium qui est très très riche à travers ces thématiques. C'est ce que je dis souvent, le comics, c'est surtout avant tout un médium. C'est un médium qui peut prendre plusieurs formes, il n'y a pas que le super-héros. Pour avoir travaillé en librairie, je me battais souvent, en tous les cas avec ma hiérarchie, pour imposer un peu cette vision-là. Merci pour cette parenthèse sur le cinéma. C'est vrai que je partage plus ou moins ton avis, en tous les cas on peut continuer un peu à en parler, mais il y a en tout cas une certaine uniformisation au sein du cinéma de super-héros aujourd'hui, même si ça tend un peu à se casser, je trouve, avec certains films. Je trouve que les frangins Rousseau ont réussi avec les Captain America et le dernier Avengers à imposer quand même une patte un peu différente. Ils avaient quand même des idées de réalisation qui étaient un peu intéressantes. Ryan Coogler qui a réalisé Black Panther, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y avait quand même si les effets spéciaux de Black Panther sont pourris, pas le mot non plus. Ils sont pas, on va dire qu'ils sont pas. Il y a bien quelques comics grincheux pour dire des choses pareilles. On va dire qu'ils sont pas très bons, mais fini, ouais. ils sont mal finis. Mais il y a au moins des idées intéressantes, et c'était pareil avec Zack Snyder. C'est vrai que sur les costumes, c'est pareil en fait. C'est vrai qu'il y a une espèce de tendance quand même à l'uniformisation qui est un peu globalisée dans le cinéma, et ça me fait penser à un truc en fait que les lecteurs ont tendance à dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une influence du cinéma sur les comics, c'est-à-dire que au final ça aurait tendance un peu à amoindrir le comics en tant que médium, parce qu'il serait un peu trop influencé par les films qui, puisqu'ils plaisent au public, eh bien doivent devenir l'espèce de source première d'approvisionnement des idées dans les comics. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? Je dirais oui et non. J'ai l'impression que moi c'était plus marquant à une autre époque, je dirais plutôt au début des années 2000. Parce que si on se souvient bien, à l'époque, alors je sais pas justement s'ils le faisaient de telle façon à ce que le personnage soit facilement adaptable au cinéma, donc ils osaient pas trop se balader en costume. Par exemple, Wolverine était toujours en jean et en Marcel, il y avait déjà eu les films X-Men, donc c'est peut-être une bêtise. Donc effectivement ça a peut-être influencé, mais on se rappelle quand même qu'il y avait un moment, ils avaient presque honte de porter des costumes, il fallait que ce soit facilement adaptable. On dirait qu'à un moment, oui, le comics devait être... Disons que c'était pas le cinéma qui influençait le comics, mais comme on sentait qu'il fallait presque livrer des personnages clés en main, il les préparait déjà en fait à ce qu'ils soient facilement adaptables pour le grand écran. Après, moi là, surtout par exemple chez Marvel, au niveau de Marvel Legacy, j'ai quand même l'impression là qu'on revient un petit peu sur certains fondamentaux de comics qu'on avait avant, parce que
j'ai trouvé que les aventures étaient beaucoup plus hautes en couleur. Puis pareil, on revenait à un style un peu de narration, bon, même si c'était, je dirais pas décompressé, mais sur plusieurs épisodes, il y avait quand même beaucoup plus de dynamisme. Parce que justement, ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'au niveau du comics, j'ai l'impression qu'il s'inspirait aussi beaucoup de la façon d'écrire pour des scénaristes pour les séries TV. Parce que moi j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est série, parce que je trouve qu'il y a des moments, bon après ils sont obligés de fournir un certain temps d'épisode, donc ils peuvent pas non plus faire des scènes spectaculaires comme dans un film, mais je trouve des fois il y a des longs couloirs de dialogue qui me gênent un peu. Et c'est ce qu'on retrouve dans le comics. Après inversement, peut-être pas les films de super-héros, mais je me suis demandé aussi si Tarantino avait pas énormément aussi, par son style d'écriture, influencé les comics, parce que j'ai remarqué quand Tarantino a explosé dans les années 90, on est revenu à des narrations qui sont moins linéaires, avec des flashbacks, plein d'intrigues parallèles qui se croisaient, un peu comme dans Pulp Fiction. Puis pareil, Tarantino c'est un dialoguiste de talent, donc, mais qui a tendance peut-être quelquefois un peu trop à s'écouter. On dit s'écouter parler, mais là je pourrais pas, si on peut dire se regarder s'écrire. Quelque chose comme ça, notamment dans le Boulevard de la Mort, où là j'ai trouvé qu'il était allé un peu trop. D'ailleurs, après, il a un peu changé un petit peu sa façon de raconter les films. Là, il était allé vraiment trop loin dans le dialogue, parce qu'il ne se passait pas grand-chose au niveau de la structure scénaristique du film. Donc je dirais que Tarantino, moi, je pense qu'il a aussi beaucoup influencé la façon de raconter les histoires. Du coup, je crois que je suis encore en train de m'éloigner avec mes parenthèses, mes ramifications. Parce que non, mais je pensais tout à l'heure aussi au niveau du costume. Je pensais en fait, quand tu as parlé de Snyder, je pensais aussi au costume de Batman qu'il a fait, qu'il a créé pour Ben Affleck. Où là, par contre, on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de plus musclé, de plus proche du comics. Mais on sent aussi qu'à la base, justement, Snyder est un lecteur de comics parce qu'il y a une très très grosse. Moi, j'aime beaucoup les films de Snyder personnellement, parce que justement, on retrouve beaucoup ce que j'aime dans le comics, souvent les positions iconiques. Une certaine imagerie aussi qu'on retrouve. On a presque l'impression de tourner les pages d'une BD. Donc on l'a dit en début d'émission, t'es le fondateur d'Excalibur Comics, qui est donc un site internet de vente de comics. Alors la première question que je vais te poser, elle est toute simple. Pourquoi est-ce que t'en es venu à vendre du comics ? Enfin comment est-ce que l'idée, parce que pourquoi, c'est parce que t'adores le comics, donc c'est un peu con comme question, mais comment est-ce que t'en es venu à te dire, tiens, pourquoi je ferais pas ce boulot ? Alors déjà, je dirais la création d'entreprise sans que ce soit du comics, j'y avais déjà très très tôt dans la tête, déjà quand j'étais étudiant. Bon, après les aléas de la vie ont fait que non. Et puis là, je dirais que c'est aussi les aléas de la vie qui m'ont conduit à ça, parce que je me suis retrouvé en fait au chômage. Et tous les nouveaux, tout travail qu'on me proposait par la suite me passionnait pas beaucoup. Et en fait, j'ai eu envie, je me suis dit, pourquoi pas en profiter à ce moment-là pour faire la création d'entreprise. J'ai réfléchi à quoi, qu'est-ce que j'aime. Alors j'ai hésité entre vendre des DVD à l'époque, pour ma passion du cinéma, ou faire des comics. Et puis j'ai tenté le coup sur le comics. L'avantage justement d'Internet aujourd'hui, c'est que finalement on peut se lancer avec, à l'époque, on pouvait encore peut-être se lancer avec pas grand-chose, à voir si on peut le faire maintenant. Parce que j'ai fait un peu des petits tests, comme j'avais beaucoup de doubles dans ma collection que j'avais cumulé. Parce que quelquefois j'échangeais ou je rachetais des lots, puis comme tout le monde, moi je ne donnais pas une liste à jour, donc je me suis retrouvé avec des doublons. On croit qu'on a de la super mémoire, mais en fait on l'a pas toujours. J'ai commencé un petit peu comme ça en vendant des doubles de ma collection. Et puis j'ai vu qu'il y avait un lectorat qui était... à l'époque j'avais un petit peu peur comme de la vente par correspondance, il faut bien le dire aussi. Et puis j'ai testé le marché comme ça. Donc après j'ai commencé avec un petit stock de comics, en fait je l'ai vendu que sur eBay. Et en fait j'ai commencé très petit avec un petit PC, je commençais chez moi, je faisais les colis sur la table, puis après petit à petit j'ai pris un bureau, j'ai pris d'autres choses, puis à chaque fois on a grandi. En fait je suis allé étape par étape. Donc voilà, puis l'avantage c'est que moi je vends, quand je rencontre des clients, je parle de ma passion, partage notre passion, d'en faire quelque chose. Moi en plus quand je manipule, quand je reçois des comics que j'ouvre les cartons, dès que je vois la couverture je suis tout content d'avoir les nouveaux comics qui arrivent. D'ailleurs c'est souvent très, très difficile de continuer son travail alors qu'on aimerait bien s'arrêter, se mettre sur le canapé puis lire les derniers trucs qui sont arrivés, mais bon il faut quand même travailler. Et quand j'ai fait des colis, j'ai plaisir à... D'ailleurs tout le monde est à peu près content des emballages qui sont faits chez Excalibur, mais parce qu'en fait je fais comme si je faisais les choses pour moi-même. C'est moi aussi quand j'ai commandé, en fait ça m'est arrivé de commander déjà à la base sur internet, et j'avais souvent une frustration, donc quand je recevais
quand je recevais des albums qui étaient mal emballés, tout ça. Je pense aussi d'ailleurs, c'est venu de cette frustration-là que j'ai créé Excalibur Comics. Parce qu'après, un collectionneur, moi, quand j'avais une collection, c'était très très difficile de trouver par exemple les Strange ou d'autres numéros qui me manquaient. Donc j'étais obligé de me tourner vers le net pour ça aussi. Donc voilà, donc oui, c'est quand même bien de vendre justement j'aime pas dire le produit, mais bon, le produit qui nous passionne. Parce qu'évidemment, dans la vie d'entreprise, il y a des jours qui sont euphoriques, il y a des jours qui sont plus difficiles, comme dans tout travail. Mais au moins, quand on vend quelque chose qu'on aime, ça va. Moi, je serais, parce que j'ai une formation de vendeur à la base, je serais incapable. À l'époque, on me disait, faut vendre tel truc, tel machin. Moi, je suis incapable de vendre un produit. Je suis peut-être un mauvais vendeur finalement. Je suis incapable de vendre un produit qu'un client ne veut pas ou qui n'a pas besoin ou des choses comme ça. Donc, au moins là, l'avantage, c'est que j'ai à forcer personne. Pourquoi est-ce que tu as choisi un site internet et pas une librairie physique, par exemple ? Parce que tu dis que tu es un mauvais vendeur, mais tu es quelqu'un qui quand même arrive à conseiller. Tu as réussi à me conseiller un Daredevil alors que j'avais pas forcément envie de... Je pensais pas en tout cas l'acheter, donc tu arrives quand même à conseiller là-dessus. Donc pourquoi le choix d'internet et pas le choix d'une librairie physique ? Il faut dire la vérité, c'est pour une question financière, parce que pour ouvrir une librairie physique, il faut quand même avoir un gros fonds de stock pour ouvrir. Il faut payer les murs, il faut payer une caution de loyer. Enfin, il y a énormément d'investissements qui doit être fait en plus donc de l'achat de stock. Parce que moi, l'avantage, c'est que j'ai commencé avec un très très petit stock. En tout, je devais avoir 500 exemplaires au total. Après, peut-être j'ai eu la chance. Moi, j'ai commencé en mars 2007 et c'est pile poil où il y avait le numéro 1 de Civil War. Donc très très vite, parce que c'était un titre, je me souviens, il est tombé très très vite en rupture partout. Donc moi j'en avais encore, donc j'ai pu me faire un peu connaître grâce à ça. Et puis après, en fait, aussi j'ai choisi le site internet parce qu'à l'époque, mes enfants étaient petits, puis je cherchais avoir un travail où je puisse moduler mes horaires comme je veux, pour pouvoir quand même m'occuper de mes enfants, parce que c'était important pour moi, ça. Et parce qu'après, une boutique physique, c'est une contrainte. Il faut ouvrir à 10h, il faut fermer à 19h, puis on peut pas faire autrement. Tandis que là, je faisais, comme ils étaient très très petits, c'était en bas âge, je pouvais très bien travailler. Des fois, je travaillais la nuit, je travaillais peut-être 2 heures à un moment, je m'interrompais, et puis je reprenais, je faisais 2 heures de pause pour m'occuper, puis je reprenais 2 heures après. Puis bon, après, à l'époque, j'avais pas le même volume de vente qu'il y a maintenant, donc c'était quand même beaucoup plus facile à gérer. Et puis, je dirais aussi... après, Internet existait déjà depuis un certain temps, mais je me doutais bien aussi qu'une boutique physique sur Chambéry allait pas toucher, si je voulais faire que spécialiser comics, j'allais quand même pas toucher grand monde, à mon avis. Tandis que là, au moins, je touchais des gens de toute la France et puis d'ailleurs, parce qu'on a quand même des clients en Belgique, en Suisse, toujours au Québec, beaucoup dans des pays francophones. Et puis après, c'est un petit peu né aussi un peu de la frustration justement que j'avais quand j'étais jeune, parce que j'avais rarement rencontré quelqu'un qui aimait les comics. Ce qui fait, c'est que cette passion-là, je pouvais jamais la partager. Je dirais, Internet m'a fait rencontrer des tas de personnes qui ont partagé. Je me suis rendu compte que j'étais pas seul. Voilà, on se croit unique, mais en fait, on ne l'est pas. Et puis voilà. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup, comme je dis souvent, les clients deviennent des amis. J'ai sympathisé avec beaucoup de clients. Certains que je les ai jamais rencontrés physiquement, mais je pense à un client qui s'appelle Adrien, qui a commandé en mars 2007 et qui depuis a toujours commandé ses comics tous les mois régulièrement depuis donc bientôt 12 ans. J'ai beaucoup de clients à qui j'ai sympathisé, qui sont là depuis des années. Donc certains étaient étudiants quand je les ai connus. Je les ai vus réussir leur diplôme. Je les vois se marier, je les vois devenir papa à leur tour aussi. Et puis on partage notre passion en même temps. La question que je voulais te poser, c'est, j'en ai parlé un peu avec Aurélien quand on a fait le podcast avec lui, donc qui est libraire aussi, mais lui, librairie physique. On parlait un peu de l'influence justement du cinéma sur les ventes. Est-ce que toi, en tous les cas, sur Internet, tu ressens une influence, est-ce que tu penses qu'il y a une augmentation des ventes qui est due au cinéma, ou est-ce que c'est mesuré finalement ? Alors mon cher ami, comme vous le savez, dans ce métier, personne ne parle des ventes, personne ne parle de ces chiffres, tout le monde ment, c'est bien connu. Bon, certains plus que d'autres, il faut quand même bien le dire. Mais bon, moi, après, je suis connu pour ma sincérité, donc je vais dire la vérité. Honnêtement, j'ai jamais senti une grosse influence sur ce sujet-là, même si quand même il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Même si commercialement, on va le dire, sur le site, on essaie de suivre un petit peu tout ce qui est sorti d'actualité pour surfer dessus. La plupart du temps, il n'y a pas eu une grosse influence. Alors, il y en a eu par le passé.
Je pense aux Gardiens de la Galaxie, où là j'ai vraiment vu un avant et un après. Et récemment, il y avait quand Avengers Infinity War est sorti, j'ai vu quand même qu'il y avait énormément de demandes aussi sur tout ce qui était lié à Thanos. Après, par exemple, pour revenir récemment, Aquaman, oui, c'est un petit peu bougé, mais honnêtement, d'un autre côté, sur Excalibur, pas plus. Sur Black Panther, pas tellement non plus. Ou pas plus qu'avant, disons. Par exemple, Deadpool, qui a eu vraiment une explosion cinématographique, ça a été même une vraie révélation parce qu'il y avait encore beaucoup de personnes de grand public qui ne le connaissaient pas. À l'époque, c'était déjà un personnage qui faisait des très très grosses ventes de notre côté. On en demandait beaucoup, on est même surpris à l'époque que Panini ne sortait pas plus de Deadpool en album ou autre chose comme ça, parce que nous on faisait un carton sur tout ce qui était Deadpool. Spider-Man, c'est un personnage, bon après lui il est beaucoup plus ancré quand même dans la culture populaire, donc qui a toujours très très bien fonctionné. Mais moi j'ai pas l'impression, et d'autres confrères libraires qui ont aussi des boutiques physiques avec qui j'ai discuté, les gens ne sont pas sortis tout de suite du cinéma pour aller dans leur librairie pour acheter des comics. Je pense que déjà à la base il faut quand même aimer la lecture. Quelqu'un qui n'aime pas la BD, il peut très bien apprécier de voir des films Marvel ou DC Comics et puis pas avoir envie de lire du comics non plus. Je dirais par contre, indirectement, au niveau des fans des séries, on parlait des séries tout à l'heure, il y a beaucoup de séries aussi, donc comme je disais, qui reprennent un petit peu les langages du comics dans leur narration d'histoire ou par leur thématique. Et je dirais par contre, il y a ce public-là, j'ai remarqué, il est quand même assez friand de comics, surtout dans l'indépendant. Je dirais, il y a peut-être indirectement, dans ce cas-là, ceux qui regardent du Stranger Things, du Game of Thrones, ils vont peut-être pas acheter justement la BD qui est adaptée de cette série, mais ça va leur donner envie de lire des choses similaires en comics. Et j'ai remarqué que les indépendants sur ce type de public a beaucoup de succès. Parce que pour le super-héros, je dirais que malgré tout, si on regarde bien, c'est une constatation. Il y a beaucoup quand même. Après, c'est peut-être ma clientèle qui est comme ça, mais c'est beaucoup des gens de ma génération, là, je dirais, qui est quand même le cœur du marché. Et finalement, nous les personnages, on les connaissait déjà avant. Donc on n'a pas besoin de cinéma pour aller lire du Spider-Man, du Black Panther. Ces personnages, on ne les a pas découverts avec les films, on les avait déjà découverts directement dans leur médium d'origine. Voilà, enfin c'est mon ressenti. Voilà. Il est valable, ton ressenti. Mais il est valable, je pense. D'ailleurs, même là, il y a beaucoup de personnages qu'on a qui ne sont pas adaptés en cinéma, qu'on vend très bien. Je pense à Moon Knight, mais il faut dire que la BD est quand même de qualité, donc c'est ce qui doit certainement jouer, et ça se vend beaucoup. Les 4 Fantastiques, par exemple, n'ont pas eu jusqu'à présent beaucoup de succès sur grand écran. Bon, les adaptations, elles n'ont pas aidé, faut dire. Entre parenthèses, une nouvelle fois. Mais par exemple, voilà, la Marvel 2-in-1 qui vient de ressortir, qui a un prémisse retour des 4 Fantastiques, voilà, il y a beaucoup de demandes qui sont dessus. Et puis je dirais encore même un exemple qui est plus flagrant, comme on sait, que ce soit les éditeurs, que ce soit Urban ou Panini, bon, eux surfent beaucoup sur le planning cinéma pour faire leur sortie de comics. Donc comme on le sait, il y avait un nouvel opus des X-Men qui devait sortir, le X-Men Dark Phoenix, pardon, autant pour moi, qui devait sortir. Il y a 2 fois ça a ressorti qui a été repoussé. Une fois elle devait sortir en automne, elle devait sortir là maintenant en février, et puis c'est encore repoussé. Donc Panini a sorti beaucoup de titres X-Men donc cet automne, a sorti beaucoup de titres X-Men maintenant, le film n'est pas sorti, pourtant ça s'est arraché. Donc la preuve que ça n'a pas vraiment c'est pas la sortie du film qui fait que le lecteur a envie de lire plus tel ou tel comics. Après, comme je le dis souvent sur nos réseaux sociaux, après on n'a pas la science infuse ici non plus, on n'est pas représentatif non plus des ventes. D'ailleurs récemment un autre blog concurrent de régie ou confrère, je ne sais pas comment vous dites entre vous, a publié un top des ventes de 2018. Et honnêtement, par rapport à notre top des ventes personnelles ici, ça n'a absolument rien à voir. Nous, on vend beaucoup de... On a par exemple, il n'y avait pas beaucoup de petites Panini Comics dans le top, si je me souviens bien, il devait y en avoir 2. Alors que nous, généralement, chez Excalibur, les Panini Comics, c'est largement en domination. Peut-être parce qu'on les aime beaucoup aussi, il faut bien le dire. Tu es contraire au marché, en fait. Tu n'as que des vieux lecteurs en fait chez toi et des vieux fans de Marvel et du coup ça flingue complètement tous les chiffres. Voilà, ça doit être ça. Tu es à contre-courant de tout le monde, c'est dingue. Une dernière question que je vais te poser avant qu'on passe à la dernière partie. C'est une question qui revient assez souvent chez nous dans le collectif. C'est une question qui nous intéresse pas mal. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'éditeurs en fait qui se sont mis sur le marché. Le plus récent, il y a Casterman là, qui s'est mis dessus avec son label Paperback. On a iComics aussi qui se sont mis en place là en 2018.
La question qu'on se pose souvent dans le collectif, et donc je te la pose à toi en tant que professionnel, est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu trop d'acteurs aujourd'hui sur le marché, en tout cas en tant qu'éditeur, parce qu'on, si on regarde les chiffres, justement, je reprends l'article que tu citais de nos confrères de Comics Blog, et puis il y a aussi là, avant le festival d'Angoulême, on a un dossier, des chiffres qui sont sortis, et on voit au final qu'il n'y a pas tant de progression en fait sur le nombre de lecteurs de comics, malgré qu'il y a quand même une explosion en fait des titres qui sortent. Est-ce que tu penses du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop d'éditeurs sur le marché, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un moment donné à une saturation du marché de comics avec trop de titres et au final une stagnation des ventes, voire peut-être un recul des ventes? Alors, là, ce qui est intéressant de voir, après, ça serait... Moi, je dirais, comme je dis souvent, je suis un petit peu schizophrène, parce que j'ai le point de vue du libraire, ou du e-libraire, parce que je suis un libraire virtuel, on va dire, vu que j'ai pas de boutique en dur, je dirais, et puis le lecteur. Après, le lectorat, c'est évident que, de toute façon, personne n'a le portefeuille qui est extensible à l'infini, donc plus il y a de comics, plus on sera obligé de faire des choix, malheureusement. Après, en tant que professionnel... je dois dire aussi, je pense que ça doit être pareil pour mes autres confrères, c'est que ça doit être assez compliqué pour les référencements, où je pense à mes amis libraires qui ont des librairies physiques, pour faire des rangements, parce que là, je dirais, si c'est pas le portefeuille, quoique la trésorerie a de l'importance quand même pour une entreprise, je dirais aussi au niveau de la place, au niveau des étagères, c'est pas extensible à l'infini. D'autant plus qu'il y en a beaucoup qui font pas que du comics, ils font aussi les autres univers, manga et BD et goodies, donc je pense qu'il doit y avoir aussi un petit peu des soucis de place. C'est un peu le cas aussi ici, c'est pour ça que j'ai toujours il a fallu plusieurs fois déménager l'entreprise, et il faut toujours faire des nouveaux emménagements, il faut toujours investir aussi sur des nouveaux rangements, donc je dirais là c'est le point de vue du professionnel, c'est pas toujours évident non plus, surtout que normalement tout bon libraire essaie de proposer un vaste choix et avoir du stock disponible. Après, pour le lecteur, c'est malgré tout une bonne chose, parce qu'il a quand même du choix, au moins justement dans les genres. Il n'est pas obligé de se limiter à du super-héros, il n'est pas obligé de se limiter à une seule édition. Il a quand même de quoi pouvoir se satisfaire au niveau de sa lecture. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se mettent aussi dessus, parce que tout le monde se dit, je vais peut-être tomber sur la franchise ou le titre qui va faire un gros carton, comme Walking Dead, comme Saga, comme Batman ou comme d'autres personnages. Et qui essaie justement de se mettre un petit peu sur le créneau. Puis je pense aussi que pour l'image de marque d'un éditeur, vu qu'aujourd'hui le comics c'est plus tendance que jamais, c'est de se dire moi, vous voyez, moi aussi je propose aussi de la gamme comics, je suis quand même au goût du jour, je propose pas que du franco-belge ou du manga, je suis à la mode, je fais aussi du comics, je fais de l'indépendant, je fais des choses comme ça. Après, ça permet justement de découvrir d'autres titres. Après, après c'est pas que je suis à contre-courant comme je dirais, mais je pense quand même, malgré tout, le lectorat de comics en priorité, s'il a passé des années comme moi à lire du Marvel ou du DC, va prioriser sur ces maisons-là. Puis après, il va peut-être naviguer sur d'autres choses à côté. Après, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, je pense pas être à contre-courant. Je pense qu'il doit aussi beaucoup jouer. Ce qu'il y a, c'est que Excalibur Comics, parmi tant d'autres, c'est qu'on est une librairie spécialisée, donc on fait que du comics. Donc je dirais, on a vraiment le cœur du lectorat. Je pense qu'il joue aussi dans le top. Qu'il y a une différence, c'est maintenant il y a quand même une bonne distribution aussi dans les supermarchés. Par exemple, Walking Dead, effectivement, nous c'est pas nos meilleures ventes, ça reste une très très bonne vente, il faut pas se leurrer. Mais on en vendait plus avant, parce qu'avant on n'en trouvait pas partout. Maintenant on va à Carrefour, on va à la Fnac, ils le mettent beaucoup en avant aussi. Donc c'est facilement trouvable partout. Après, voilà, je pense qu'on est à contre-courant, parce qu'après on a une autre gamme aussi de comics. Peut-être aussi il y a des titres qui se vendent très très mal ailleurs et que nous on vend très très bien. Par exemple, entendu dire que les Tortues Ninja chez iComics se vendaient pas très bien. D'ailleurs, dans le top, c'était plutôt Rick et Morty qui était bien classé. Alors nous, on l'a beaucoup vendu au début, parce que justement, peut-être qu'on ne le trouvait pas partout. On a quand même on a baissé des ventes. Par contre, sur les Tortues Ninja, nous, on marche très très bien. C'est le titre iComics qui marche le mieux avec le Kenki. Après aussi, il y a le travail du libraire aussi qui fait la différence. T'en as parlé tout à l'heure pour le Daredevil de Anne Santi, que je suis très content de t'avoir fait découvrir, et je suis aussi très content, très heureux que tu l'aies apprécié, comme moi je l'ai apprécié à sa lecture quand c'était sorti chez Semic à l'époque. Parce que le Kenki, pareil, pour moi c'est un des meilleurs comics, si ce n'est peut-être à mes yeux le meilleur comics de tous les temps. Je sais que d'habitude on a plutôt tendance à dire Watchmen, que j'aime beaucoup, attention, et c'est évidemment un monument. Parce que mon cœur, moi, a déjà beaucoup plus penché sur un comics qui est sorti à l'époque, sur le Dark Knight de Frank Miller, qui m'a, pareil, époustouflé aussi. Et
Celui-là, pareil, en tant que collectionneur, je l'ai en plusieurs versions, je sais pas pourquoi, et j'ai un effet de fascination sur ce comics. Mais après, le Kenki, j'ai mis un petit peu du temps à découvrir. C'était un client aussi qui m'avait dit, tu devrais le lire, ça, toi qui aimes bien les ambiances à la Stephen King, ou les histoires avec beaucoup de ramifications, ça devrait que te plaire. J'ai mis du temps. Puis quand je l'ai lu, en fait, j'ai eu toute la saga d'un seul coup. Et je sais pas si je devrais le dire ici, mais quand j'ai lu le dernier chapitre, quand j'ai refermé le livre, j'ai pleuré au moins pendant 5-6 minutes après. C'est rare qu'un comics comme ça m'ait donné autant d'émotions. Voilà, ça aussi c'est un comics qui m'a marqué. Donc je le conseille beaucoup au lectorat, donc à mes clients. Donc évidemment, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait beaucoup de ventes. Après, pour revenir, ça me fait penser, je suis désolé, ça me fait raviver d'autres souvenirs. Je suis désolé, monsieur le comics grincheux. Mais un comics aussi bizarrement où j'avais versé ma lame, c'était Crise d'identité dans l'épisode de Justice League. Parce qu'à un moment, pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas spoiler, mais il y a le père d'un des personnages qui décède et je vais trouver cette scène particulièrement émouvante. Et je dirais même, dans une de mes lectures les plus récentes, j'ai eu une pincée d'émotion dans le dernier Spider-Man de Dan Slott, qui est dans le Marvel Legacy 7 de ce mois-ci, donc l'épisode 800 au niveau numérotation américaine. Pareil, voilà, parce que c'est un personnage, j'ai vécu quasiment j'ai lu que je connais depuis que je suis gamin. C'est un personnage proche de Peter Parker. Pareil, je vais pas faire spoiler, mais j'en dis déjà peut-être trop. Pareil, j'ai trouvé que la scène de sa disparition était quand même assez touchante et très très bien faite. Et d'ailleurs, je souligne quand même que Dan Slott, au niveau Spider-Man, je pense qu'il va laisser son empreinte et justement que sa période qu'il a fait sur le personnage restera vraiment dans les annales. On en reparlera encore dans 10-20 ans. Ça sera une période qui sera très très marquante. Et je trouve qu'il l'a vraiment conclu en beauté quand même. Il faut le reconnaître. Et dans le respect de la continuité, contrairement à d'autres scénaristes. Je vois pas du tout de qui tu parles. C'est dingue. C'est pas vrai qu'on a parlé tout à l'heure. Non. Donc on parlera pas plus de Bendis que ça. Mais je souligne en effet la grande qualité du dernier arc de Dan Slott et j'ai beau ne pas apprécier tout le travail de Dan Slott sur le personnage, je pense que ça restera un des scénaristes majeurs sur le personnage parce que rien que par la durée du travail qu'il a fait et par certaines choses qu'il a proposées à certains moments, ça reste quand même assez fascinant à observer et à analyser, je pense. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Même si évidemment Marvel est toujours derrière pour le surveiller et lui retaper sur les doigts quand il faut remettre les choses dans le bon sens. Eh ben écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à la dernière partie, fabuleuse partie où je te donne un mot et tu me balances la première chose qui te vient à l'esprit. Donc j'ai 4 mots pour toi. Attention. Le premier mot, c'est Excalibur. Ah bah si, c'est intéressant. C'est bon, je vais pouvoir trouver quelque chose à dire. Alors Excalibur, tu vas certainement me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom-là, parce qu'on me le demande souvent. Et ben pareil, c'est un traumatisme cinématographique. Ça vient à peu près de la même époque, parce que le film est sorti en 1980, donc 2 ans après le Superman de Richard Donner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de dire. Je vais rattraper tout ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est encore le vieux qui va parler. Il faut quand même reconnaître qu'on a connu une période cinématographique au début, la fin des années 70-80, qui était quand même exceptionnelle, il faut quand même le dire. Parce qu'on a eu une succession de choses novatrices qui sont arrivées. D'ailleurs, les films sont restés marquants. La preuve, on fait beaucoup de remakes et de reboots maintenant à partir de ces films-là. Mais bon, quand on succède La Guerre des Étoiles, qu'est-ce que j'allais dire, le Superman de Richard Donner, l'Empire contre-attaque, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Les Dents de la Mer, The Thing, Rocky III, Blade Runner, tout ça c'est sorti quasiment à cette période fin des années 70-80, et j'en ai certainement oublié des titres. Et justement, notamment, il y a eu le Excalibur de John Boorman en 81. Pourtant, j'étais assez petit pour le voir, parce que je crois qu'il était interdit au moins de 12 ans à l'époque. Voilà. Il y avait Conan le Barbare aussi, évidemment, qui a été un des traumatismes de l'époque. Mais voilà, il m'a complètement fasciné, il m'a passionné justement pour les légendes arthuriennes, etc. Puis bon, donc cette épée, le nom me plaisait, le symbole qu'elle représentait. Et souvent, ce nom revenait quelquefois. Une fois, j'ai vu un paquebot, c'était Excalibur. J'ai dit, ouais, ça c'est super, il a bien trouvé le nom, il a bien fait de l'avoir repris, ça sortait bien. Et c'est toujours resté quelque part dans un coin de ma tête. Et puis, quand je suis allé déposer, je me rappelle encore quand je suis allé déposer au greffe le nom de la société, j'ai dit, je voudrais l'appeler Excalibur. Là, elle regarde, c'est disponible, il n'y a pas de souci, je suis surprise. Elle m'avait dit, j'ai dit, moi aussi, tant mieux, je prends. Donc voilà pourquoi c'est resté. Donc il y a à la fois une symbolique et puis voilà, une fascination de ce monde qui est liée, voilà. Et puis il y a eu la série Excalibur évidemment au niveau comics, donc il y avait la jonction qui pouvait se faire facilement par rapport à ça. Voilà.
Ce que j'allais dire, t'as trouvé le nom parfait parce que c'est vrai qu'Excalibur, moi, avant que tu m'expliques pourquoi t'avais choisi ce nom-là, je pensais que c'était à cause de l'équipe des mutants. Mais en fait, non, j'avais compris que c'est pas l'influence première, mais ça permet de relier au final tes deux passions et c'est. Le deuxième mot que je vais te proposer, c'est le nom d'un super-héros, c'est Batman. T'en as pas beaucoup parlé de Batman, dis donc. Oui, mais ce soir quand je vais me coucher, je suis sûr que je vais lui dire merde, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Bon, de toute façon, hein, jamais rien n'est parfait. Batman, c'est un personnage que j'aime beaucoup, si j'en ai quand même parlé par rapport au film de Tim Burton. Justement, à l'époque, je me rappelle, j'étais un peu délaissé du personnage et ça m'avait complètement remis au goût du jour. Et je dirais après, comme beaucoup de monde quand même à l'époque, finalement le côté un peu plus noir des personnages m'avait quand même plu à cette époque-là. Parce que c'est vrai que j'étais quand même, peut-être aussi que c'était la période de mon adolescence, donc je devenais adulte, j'avais envie peut-être aussi de faire une coupure avec les comics colorés, je dirais pas enfantin, mais si peut-être enfantin, mais dans le bon sens du terme, pas puéril, enfantin, ce qui est pas la même chose. Et donc après d'aller dans des personnages plus sombres comme Batman ou Punisher avec des histoires beaucoup plus adultes me plaisait. C'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai découvert le Dark Knight de Frank Miller. Là aussi, quand j'ai lu le premier album, il fallait tout de suite que j'aille la suite. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que cet album-là, il était déjà. J'ai vu à l'époque les éditions Zenda. Je ne sais pas si tu as connu cette maison d'édition. C'était le fils de Jean-Patrick Manchette qui avait créé cette. D'ailleurs, c'était le premier lui aussi à avoir publié Watchmen et tout à l'époque, V pour Vendetta. Donc, il avait un goût quand même qui était très très sûr. J'aurais pu parler aussi de Barucha qui avait fait Comics USA. Enfin, il y a tellement de choses à dire dans le comics, mais bon, on va faire un film. Ça va faire encore plus que la trilogie du Seigneur des Anneaux réunis après en horaire. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc qui avait fait le Dark Knight. Il y avait déjà une édition qui m'avait fasciné avant, que j'avais vu. Toi qui étais Albert Villois, comme moi aussi. Je devrais peut-être pas le révéler. Je suis désolé, monsieur. Tu dois connaître où il y avait la maison de la presse. Et il y avait un petit couloir qui passait pour aller justement place de l'Europe et il y avait une petite vitrine où ils mettaient des comics. C'est là la première fois que j'avais eu un Batman là qui était chez l'éditeur Adena et c'était le Dark Knight, quoi. Et ça m'avait complètement surpris de voir un album avec des comics. Je pense que ça devait être peut-être pas un des premiers, mais c'était quelque chose de rare à l'époque. Et là je vais peut-être lancer une bouteille à la mer. Je sais pas qui s'occupait de cette maison de la presse à l'époque, si c'était une dame ou un monsieur. Mais je pense que c'était quelqu'un qui était passionné de comics quand même, ou qui était intéressé par le médium, parce que très souvent justement, et c'est choses rares, il mettait quand même le comics en avant parmi les nouveautés de titres en vitrine. Et je me rappelle très bien justement en 89, quand Tim Burton était sorti, le Batman, ils avaient fait une vitrine où il y avait tous les magazines cinéma qui étaient sortis à l'époque, toutes les librairies, il y avait toute une vitrine sur du Batman et j'avais été agréablement surpris. Et je me rappelle que quelqu'un, à l'époque j'avais évidemment le t-shirt Batman aussi, je me baladais avec. Qu'est-ce qu'on a pu se moquer de moi, mais c'est pas grave. J'ai bien pris ma revanche depuis. Là, par contre, elle avait regardé le costume en faisant du coude. J'avais vu derrière le comptoir. Oh, regarde le t-shirt comme il est cool. Donc voilà. Donc si tu voulais que je dise sur Batman, du coup, voilà tout ce qui m'est revenu par la tête. Je suis désolé, c'est spontané. Mais oui, non, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais bon, tout le monde aime Batman, donc je vais pas aborder ce point particulier parce que c'est le point qui est le plus abordé. Même ce qui a été fait récemment, la cour des hiboux exceptionnelle. Sombre reflet, c'est un comics dont on parle peu mais qui est vraiment très très bon. Mais bon, Batman, il y a des tas de choses à dire, mais c'est pareil, on va manquer de temps. Je vois la neige qui s'accumule au dehors, ça continue, on va être obligé de passer la nuit ici ensemble. Je sais pas ce que ça va donner demain matin entre deux barbus, deux hommes bien virils. Et donc le dernier mot que je vais te donner, c'est lecture numérique. Parce que c'est quelque chose dont t'as pas parlé. Et comme t'es un libraire physique, à quoi ça te fait penser la lecture numérique ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Alors non, parce que ça fait 10 ans que j'en entends parler, dont on me parle, enfin on me dit que la lecture numérique va supplanter le comics. Ça arrivera peut-être un jour, d'ailleurs, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas senti la différence, bien au contraire, vu la croissance qu'il y a eu ces dernières années. Alors après, est-ce que c'est le libraire qui parle pour se rassurer ou le lecteur ? Mais pour l'instant, je crois pas que ça remplace. Enfin, déjà, moi, du point de vue personnel, j'ai aucun plaisir à lire un comic sur du numérique. Parce que, je sais pas, tu m'as peut-être déjà vu faire, mais quelquefois, même surtout les vieux comics, j'ai tendance même à les sentir. J'ai besoin d'ouvrir, sentir une odeur, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans la main. En tant que collectionneur, j'aime bien avoir un bel objet. Maintenant, là aussi, on est quand même gâté sur des belles éditions, très grand format ou diverses choses.
C'est pour ça, le numérique, ça peut pas remplacer. Puis je vois quand même, par rapport sur les groupes Facebook ou les forums, il y en a beaucoup qui aiment bien prendre en photo leur bibliothèque, la montrer. Je veux dire, après, si c'est du numérique, qu'est-ce qu'on fait? On va montrer ça avec les USB. Voilà ma collection de comics, regardez, sinon je vous sors mon PC. Ce n'est quand même pas la même chose. Mais je pense, oui, que c'est quand même beaucoup plus le fanboy qui parle que le libraire, parce que je vois, y compris pour les films, j'aime encore bien avoir une belle édition. Je prends plutôt maintenant les steelbooks par exemple, parce que j'aime bien avoir une belle édition, j'aime bien posséder le film. Alors finalement c'est très très facile d'avoir des films, de les télécharger, d'avoir des choses ou de les avoir en streaming, mais le plaisir de posséder n'est pas pareil. Je pense que c'est encore de l'avenir, quoi. Je me rappelle encore quand j'étais petit, quand j'étais petit, je n'étais pas grand évidemment, où on disait ouais à l'an 2000, parce qu'on fantasmait sur l'an 2000 à l'époque, hein. On devait avoir des voitures volantes, on devait avoir plein de trucs, hein. Comme retour vers le futur. On disait bah non, mais un jour il y aura plus besoin de manger, on aura des pilules. Et puis on se rend bien compte que maintenant on revient en fondamentaux, on a toujours vouloir le plaisir de manger même plutôt des bons produits, pas des choses en boîte, etc. Et je sais pas pourquoi je dirais que la lecture c'est la même chose. Le plaisir de se mettre dans un lit, dans un canapé, d'avoir son bouquin, de sentir l'odeur de l'encre ou des choses comme ça, enfin de toucher, c'est pas le même plaisir. Donc moi je crois que le support papier encore de l'avenir. Il restera au top. C'est sur ces belles paroles que l'on va arrêter cet épisode. Tu as été fort bavard, tu as été fort intéressant, j'espère, pour les auditeurs. En tout cas, moi, tu m'as passionné, j'ai bu tes paroles. Donc c'était Fred, le fondateur d'Excalibur Comics, donc qui est un site internet de vente en ligne, vous l'aurez compris. Donc si vous ne le connaissiez pas, je vous suggère de vous abonner à son compte Twitter, à son compte Facebook, et d'aller faire un tour sur son site, et puis de lui envoyer des messages. N'hésitez pas à commenter cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez donc pas à aller sur son site internet et à essayer de discuter avec lui. C'est un véritable passionné, je pense que vous l'avez bien senti. Pour nous en tout cas, on se retrouve sur le site internet. On se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Et puis je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode. Salut!